Merci à toutes et tous. Alors, Emmanuel Chédel-Cobos, qui est pour Génération Écologie, pour ouvert, il fait bon comme ça. Non, elle souffre. Qui, pour Génération Écologie, donc, est délégué pour la 14e circonscription, moi-même le référent pour cette 11e circonscription. Alors là, on est vraiment dans le cycle ouvert des conférences qu'on organise, on va dire, de temps à autre, quand il y a une actualité, quand il y a un intervenant aussi de qualité. Puis depuis quelques semaines, avec Thierry, on travaille sur ce sujet qui vous a un peu gratté à toutes et tous, parce qu'il est aujourd'hui à un moment de notre histoire, de notre société, où on doit se poser avec franchise, peut-être un peu rudesse aussi. Moi, j'ai eu quelques messages, on va dire, oh là là, quand même, c'est pas volontaire, c'est pas sciemment. Bon, attention, on est dans une telle situation, il y a de tels paradoxes avec l'affichage d'une humanité qui veut d'un côté favorablement évoluer, individuellement, mais qui collectivement n'arrive pas. Et ce paradoxe-là, aujourd'hui, est vraiment un problème sur lequel on va bien sûr réfléchir ce soir. Alors avec Thierry qui va se présenter, avec vous toutes et tous. Donc il y a un temps bien sûr d'exposition, il y a un temps de conférence, et après il y aura un temps d'échange qu'on animera avec Hélène. Alors je remercie notre délégué départemental, je le vois plus, il est grand lui par contre. Ah oui, au fond, là, voilà. Je remercie Jean-Luc Cosme et Florence aussi, voilà, membre du bureau départemental de Véronique aussi, qui est tout premier, au début, mais bon. Voilà, d'être présent pour Génération Écologie, mais voilà, c'est pas une réunion politique, c'est pas un meeting, c'est vraiment une réunion d'information avec un aspect scientifique, puisque Thierry Ripoll est professeur de l'université, ici d'ailleurs à Aix-en-Provence, à la faculté, et que vous toutes et tous, parce que j'en connais une partie importante d'entre vous, là vous avez des engagements dans la vie sociale, dans l'économie, dans l'écologie, et je pense que vous avez une partie de débat assez importante. Ensuite, il y aura un petit verre de l'amitié qui arrivera vers 20h, 20h10. Voilà, je le dis parce que je sais qu'il y en a qui s'en vont, etc. Donc voilà, le timing c'est à peu près celui-là. On clôture la partie verbale à 20h10. Je remercie les gens qui nous rejoignent aussi par vidéo, parce que ce n'est pas tout à fait prévu, mais comme pas mal de gens ont dit, bon finalement, de venir, on ne vient pas, mais il valait mieux qu'ils ne soient pas là, parce qu'il n'y a plus qu'une place libre. Donc merci à toutes et tous d'être là. Et puis on passe la parole sans plus tarder à Thierry. Merci à toi. Merci beaucoup. Donc merci à Stéphane Savor et aux autres personnes que je ne connais pas, mais qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Je suis très heureux de voir un auditoire bien servi, c'est très bien. Je vais dire deux mots concernant, c'est pas le plus important, donc effectivement je suis professeur de sciences cognitives, donc neurosciences et psychologie cognitive. Mais si je m'intéresse aussi à ça, c'est parce que depuis très longtemps, depuis que j'ai à peu près 10 ans en fait, je m'intéresse à l'écologie de terrain et je suis un naturaliste de terrain. Voilà. Donc c'est un peu ces deux casquettes qui m'ont conduit à développer ce que je vais vous présenter ce soir. Donc on y va d'emblée, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, je vais devoir faire une sélection, mais j'espère qu'on aura bien sûr le temps d'échanger ensuite. Alors, en fait, je vais rentrer progressivement dans le détail, bien sûr, mais je commence par des choses un peu basiques, fondamentales. Je considère, vous savez peut-être autant que moi, qu'on est en train de vivre une révolution anthropologique. C'est-à-dire que c'est plus global qu'une révolution politique, ça concerne l'homme de manière très globale. Et cette révolution, elle est imposée, on va vite comprendre pourquoi, et en fait on l'a à moitié réalisée. Donc on est au milieu du gué. Et c'est jamais très confortable d'être au milieu du gué, parce que si on ne fait pas ce qu'il faut, on risque d'être emporté par les flots. Alors il faut qu'on passe de l'autre côté. Mais le passage, vous allez le voir, il est très compliqué. Alors pourquoi on dit cette révolution? Pour une raison qui est aussi toute simple, c'est qu'on a créé une société d'opulence, d'abondance, mais que malgré tout, on vit dans un monde fini. Et croître indéfiniment dans un monde fini, à un moment donné, ça pose un problème, et c'est tout simplement le problème que l'on est en train de vivre tous collectivement aujourd'hui. Il faut bien voir que ce moment, il est vraiment unique dans l'histoire de l'humanité. C'est hallucinant, parce que Homo sapiens a 200 000 ans, et c'est vraiment pas de chance que ça tombe sur nous. C'est juste sur nous, donc vous êtes vraiment une génération unique dans l'histoire de l'humanité. Alors c'est de la chance ou de la malchance, mais il est clair que ça tombe sur nous, parce que même mes parents, qui seraient
maintenant très vieux, n'aurait pas pu comprendre les propos que je vais tenir. Et encore, a fortiori, encore avant. Donc on est l'ingénération qui a géré ce problème, et c'est pas sans soulever de grandes difficultés. Alors ce qui est tout à fait étonnant, et c'est le point de départ de mon interrogation, c'est qu'on sait, enfin en tout cas si vous êtes là probablement c'est que vous savez, tout le monde ne le croit pas, mais beaucoup le savent, nous savons qu'on est en train de franchir des limites, ce qu'on appelle les limites de la planète. Nous savons que si nous les franchissons, eh bien, il y aura des conséquences systémiques, c'est-à-dire qui vont concerner l'ensemble de l'écosystème, nous y compris, et pourtant, on sait très bien que nous allons être victimes de tout ça, mais pourtant, nous n'agissons pas. Donc nous savons, nous avons conscience d'une situation qui est très problématique, extrêmement dangereuse à plus ou moins long terme, mais en même temps, nous ne changeons pas de comportement, ni individuellement, ni collectivement. Alors peut-être que certains parmi vous, vous allez avoir envie de me dire « Ah oui, moi quand même, maintenant, je chauffe moins, etc. » D'accord. Mais globalement, je pense que vous serez d'accord avec moi si je vous dis qu'aucune personne parmi les personnes présentes n'a un comportement écologico-compatible. Moi y compris, bien sûr, c'est pour ça que je ne jette jamais la pierre sur les autres, puisque je suis moi-même responsable de ce qui se passe. Donc la question que je me pose, c'est pourquoi ? Pourquoi, alors que collectivement nous savons que ça ne va pas, pourquoi nous n'ajustons pas notre comportement à ce que nous savons? Ce qui est un problème, classiquement, qu'on appelle de dissonance cognitive dans le jargon typologique. Alors, quand même, avant de vous dire pourquoi, j'aimerais simplement vous rappeler, si vous n'en êtes pas convaincu, mais il y a de fortes chances que vous le soyez si vous êtes là, c'est que la trajectoire que l'on suit, je parle de trajectoire économique, la trajectoire globale de notre société, elle est absurde. Elle est totalement absurde. Mais ce qui est troublant, c'est qu'il y a des gens très intelligents, notamment beaucoup de nos leaders politiques, qui n'en sont pas convaincus. En partie faute de formation scientifique, mais pas seulement à cause de ça. Alors, vous voyez, c'est un petit graphique, bon c'est en anglais, mais ça change rien au problème. C'est un graphique, enfin un tableau issu d'une grande revue, donc d'un grand chercheur en économie, qui a calculé le niveau d'output, c'est-à-dire d'impact sur la planète, en fonction de niveau de croissance de 1% ou 2% sur des échelles de temps qui vont de 100 ans à 20 000 ans. Et vous voyez que l'accroissement de notre impact sur la planète s'accroît de manière absolument exponentielle, si bien qu'au bout de 20 000 ans, en 20 000 ans c'est rien avec l'échelle du temps géologique pour nous, qui est vie humain c'est beaucoup, mais il faut qu'on arrive à penser un peu plus loin que notre espérance de vie. Au bout de 20 000 ans, l'accroissement de l'output est égal à quelque chose 10 puissance 86. Alors si vous avez de vagues souvenirs des mathématiques, si ça ne vous dit rien, 10 puissance 86, c'est le nombre d'atomes qui existent dans l'univers visible. Le nombre d'atomes qu'il y a dans tout l'univers. Donc notre output, c'est-à-dire notre impact sur la planète, s'accroît de 10 puissance 86 au bout de 20 ans. Avec les yeux ou avec... Ah non, réellement, pas avec les yeux. C'est là la totalité des atomes de l'univers. Bon, vous voyez bien que c'est totalement impossible. Je veux dire, le contester, pour moi, ça relève quasiment du déni psychologique. Ça n'est pas loin de la pathologie dans certains cas. Donc, cette trajectoire est absurde. Alors, juste deux schémas très classiques pour l'illustrer, parce que parfois on a du mal à voir la fulgurance du phénomène qu'on est en train de vivre. Dans ce schéma, vous avez l'accroissement de la population entre 10 000 ans avant Jésus-Christ et aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a évidemment une courbe qui est absolument fascinante, qui s'est emballée il y a à peu près 150 ans. Oui, nous avons atteint 8 milliards il y a quelques jours. Là. Quand je suis né, donc je suis né en 1959, il y avait 3 milliards et demi d'humains. 8 milliards aujourd'hui. Et puis cet autre graphique, il représente l'accroissement du PIB de 0 à aujourd'hui. On observe à peu près la même chose, c'est-à-dire une courbe qui est croissante très lentement, juste il y a, grosso modo, la découverte des énergies fossiles et la révolution industrielle, et là un emballement absolument incroyable, qui n'est pas tenable dans le temps. Donc il faut traiter ce problème-là. Alors, pourquoi donc cette trajectoire aussi absurde et
pourquoi nous avons du mal à fonctionner autrement que ce que révèlent ces schémas-là? Ben, en fait, il y a des raisons que je vais présenter succinctement maintenant et que je vais développer ensuite. Alors, première raison, une cause, en jargon on appelle ça une cause proximale, c'est-à-dire la cause directe. Elle est toute simple. C'est parce que nous consommons trop. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont la certitude de ne pas consommer trop, mais si vous avez cette certitude-là, c'est de vous tromper. Bon alors, il faut vraiment venir me voir parce que vous seriez un cas absolument exceptionnel. Donc ça, c'est la cause directe. Mais une fois qu'on a dit ça, et si on l'admet, on n'a pas dit grand-chose. La question c'est, mais pourquoi nous consommons trop? Pourquoi? Et là, je vais intervenir deux causes qu'on appelle distales, c'est-à-dire des causes qui sont en grande partie inconscientes et qui nous déterminent presque à notre insu. Alors il y a une première cause distale qui concerne l'individu, c'est-à-dire ce qui caractérise essentiellement notre cerveau. Et je vais le dire très vite parce qu'ensuite je vais le développer. En fait, je considère que notre histoire évolutive, au sens darwinien du terme, c'est-à-dire ce qui nous a constitués en tant qu'Homo sapiens, depuis donc très très longtemps, nous conduit presque inexorablement à consommer trop. Il y a quelque chose d'inhérent à notre cerveau qui nous conduit à consommer avec l'excès. Alors, certains collègues ne seront pas d'accord avec moi, je pourrais vous dire pourquoi, mais... Pourquoi de cerveau là? Pardon? Cette notion de cerveau là, dans cette... Quelle acception du cerveau là? C'est-à-dire neuronal? Neuronal. Voilà. Votre cerveau en tant qu'entité matérielle qui est à l'origine de vos comportements, de vos préférences, de vos désirs, etc. En fait, notre cerveau de sapiens n'est pas capable de gérer l'abondance. C'est quelque chose qu'il ne sait pas faire, et c'est la raison pour laquelle il est naturellement porté vers la croissance. Alors on va voir de quelle manière. Donc ça, c'est quelque chose que je vais développer. Et puis il y a une autre cause distale qui ne concerne pas spécifiquement l'individu, mais qui concerne la société que nous avons bâtie. Et cette société, le système économique que nous avons mis en place, vous le savez probablement, ne peut survivre que s'il croît. Le capitalisme, qui régit toutes les économies du monde, ne peut survivre que s'il croît. Pas s'il décroît, ni même s'il atteint un état stable. Et cette société, quelque part, nous enjoint aussi de consommer, parce que c'est notre consommation qui participe de sa croissance. Et ce qui se passe au niveau de la société, c'est en quelque sorte l'expression en miroir à une échelle globale de ce qui se passe dans notre cerveau. Et je considère que cette cause distale 1 et cette cause distale 2 cadenassent notre comportement au point que nous ne pouvons pas faire autrement actuellement que de détruire la planète. Pour moi, il y a quelque chose de naturel dans la destruction de la planète, ce que n'acceptent pas certaines personnes, mais ce n'est pas parce que c'est naturel, un, que c'est bien, et deux, qu'on ne peut pas l'éviter. Donc je reviendrai ensuite. Donc maintenant, je vais développer le premier point, cause distale 1. Et en fait, pour comprendre mon approche, il faut tout de suite vous dire que je vais vraiment interpréter tout ce que les éléments dont je dispose à partir d'une approche dite évolutionniste, c'est-à-dire qui essaye de comprendre le fonctionnement de l'homme par rapport à son histoire évolutive. Alors, notre espèce, Homo sapiens, c'est bien sûr le résultat d'un processus évolutif qui a démarré à l'origine de la vie il y a 3,5 milliards d'années. Et cette histoire évolutive a laissé des traces dans notre cerveau. Nous sommes les héritiers de cette histoire évolutive, avec des déterminismes qui remontent à un passé très lointain et qui pèsent sur notre comportement aujourd'hui. Par exemple, je vais ensuite le détailler, mais notre cerveau a évolué pour faire face à l'environnement qui était le nôtre au paléolithique, c'est-à-dire avant la révolution néolithique, qui a eu lieu, grosso modo, il y a 12 000 ans. C'est-à-dire, notre cerveau a évolué pour faire face à cet environnement alors que nous étions chasseurs-cueilleurs. Mais nous vivons aujourd'hui dans un environnement dans lequel nous ne sommes plus chasseurs-cueilleurs, nous ne sommes plus nomades, nous sommes des sédentaires. Et ce que je considère, c'est que notre cerveau n'est pas adapté à gérer correctement l'environnement que nous avons créé. D'un point de vue évolutionniste,
votre cerveau, notre organisme évolue pour s'adapter à l'environnement. Mais là, nous avons introduit une rupture dans notre environnement qui est telle que nous ne sommes pas vraiment adaptés à ce que nous avons créé, d'où une partie de l'origine de nos problèmes. En fait, c'est ce que je vais présenter maintenant, notre cerveau n'est pas capable de gérer la profusion et il n'est pas capable de traiter les échéances lointaines. Il n'est pas capable de se projeter dans l'avenir, on verra pourquoi. Alors maintenant, je vais partir, je vais détailler tout ça, je rentre progressivement dans le détail, mais je me cale toujours sur cette perspective évolutionniste. En fait, survivre, se reproduire et croître. Survivre et se reproduire sont les deux objectifs que suit n'importe quelle espèce vivante. Vous y compris. Évidemment, vous ne vous dites pas tous les jours, il faut que je survive. Ouais, sauf que si vous êtes très malade, vous allez dire, il faut que je survive. Et vous n'êtes pas tous les jours en train de vous dire, il faut que je me reproduise. Les jeunes le pensent un peu plus que les vieux, mais ce n'est pas une obsession du quotidien. Mais en réalité, votre comportement s'organise autour de ces deux objectifs. Comme le font toutes les espèces vivantes, et nous n'échappons pas à ça. Alors si tout va bien, si vous arrivez à survivre, et si vous arrivez à vous reproduire en tant qu'individu ou en tant qu'espèce, il en résulte un truc qui est absolument inévitable, qui est la croissance. En fait, la croissance est la conséquence de notre réussite adaptative, c'est-à-dire de notre capacité extrêmement optimale pour l'Homo sapiens aujourd'hui de survivre et de se reproduire. Le problème, c'est que cette croissance, elle peut devenir problématique. Si elle en arrive à un point tel qu'elle lutte contre les limites de son écosystème. C'est ce qui nous arrive. Alors, je voudrais l'illustrer par trois cas, trois exemples, enfin deux exemples, le nôtre étant le troisième. Vous connaissez tous la bactérie Escherichia coli. Vous savez que cette bactérie, si vous la mettez dans un milieu favorable, au bout de 3 jours, vous mettez un tube à essai de bactéries d'Escherichia coli, au bout de 3 jours, la bactérie va atteindre la biomasse de toute la planète. Elle ne réfléchit pas, la bactérie. Elle n'a pas l'objectif de survivre, elle n'a pas l'objectif de se reproduire, conscient évidemment. Mais elle se comporte de telle sorte à pouvoir croître indéfiniment. Si vous prenez le cas des espèces invasives, donc les espèces invasives, ce sont des espèces qu'on a introduites dans des milieux desquels elles ne devaient pas faire partie. Par exemple, c'est très fréquemment le cas sur les îles, quand on introduit un rat, un lapin ou un autre animal européen, par exemple, sur une île du Pacifique, qu'est-ce que fait cet animal? En fait, il croît, surtout s'il n'a pas de prédateur, il croît indéfiniment, il détruit une grande partie de son écosystème, il fait disparaître les espèces endémiques qui vivent dans cet écosystème, jusqu'au moment où il va buter contre les limites de la planète, et là, soit il va se stabiliser, après avoir détruit la planète de son île, ou bien, parfois, il y a des épidémies liées à la densité démographique qui font que la population s'écroule, ce qui arrive aussi. Et ça, c'est le cas de n'importe quelle espèce. Si vous donnez la possibilité à une espèce de croître, elle le fait. Nous faisons la même chose. Exactement pareil. La différence, c'est que notre île à nous, c'est la planète. C'est pas le même problème qu'un rat qui colonise une île, parce que quand il colonise une île, il y a une île B. Comme on dit souvent, pour nous, il n'y a pas de planète B. Mais nous avons le même problème. Nous nous comportons, je suis désolé, mais comme des rats. Nous fonctionnons de la même manière parce que nous sommes mus par les mêmes objectifs, survivre et se reproduire, que nous réalisons malgré nous, quoi qu'il en soit. Un cas particulier est celui des cellules cancéreuses. Alors, les biologistes contemporains travaillent beaucoup sur le concept de suicide évolutif, c'est-à-dire, si vous voulez, une mutation qui est adaptative pour l'individu ou l'espèce, mais qui peut s'avérer contre-productif sur le temps long. C'est typiquement ce qui se passe avec les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses sont des cellules qui ont muté
et qui ont un avantage adaptatif par rapport aux cellules saines. Qu'est-ce qu'elles font, ces cellules cancéreuses? Elles prolifèrent jusqu'à potentiellement tuer leurs hôtes et donc mettre un terme à la vie de leur support, mais à leur propre vie. C'est la seule petite victoire qu'on peut avoir quand on a un cancer, c'est qu'on sait que quand on va mourir, on va aussi les flinguer, ces malheureuses cellules. Mais d'une certaine manière, bon, l'analogie est toujours, il faut toujours s'en méfier, mais d'une certaine manière, nous fonctionnons de la même manière. C'est là tout le problème. Alors, qu'est-ce qui nous conduit maintenant? Comment on réalise ces objectifs survivre et se reproduire? Qu'est-ce qui nous guide dans l'atteinte de ces deux objectifs? Eh bien, un truc génial qui s'est mis en place dans la nature. Vous ne voyez pas de téléologie là-dedans, hein, la nature est aveugle. Mais la nature a inventé un truc fabuleux qui s'appelle le plaisir. Et le déplaisir. Chacun d'entre nous ne peut survivre que s'il est capable de ressentir du plaisir et ressentir du déplaisir, de la douleur. Et le plaisir et le déplaisir ont joué un rôle fondamental dans la survie de toutes les espèces et dans leur capacité de s'adapter à leur environnement. Très simplement, si vous avez froid, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la fenêtre, ou bien vous vous habillez. Pourquoi? Parce que ça vous fait plaisir. Et le plaisir participe de votre survie. Si vous avez soif, vous allez prendre un verre d'eau. Vous n'êtes pas en train de vous dire il faut que je prenne un verre d'eau, parce que c'est important. Non, non. Vous prenez un verre d'eau, parce que ça vous fait plaisir de boire un verre d'eau. Du raisonnement les plus simples, des comportements les plus simples aux comportements les plus complexes, on est soumis à cette dimension plaisir-déplaisir, qui a d'ailleurs totalement guidé les êtres primitifs avant même qu'ils puissent penser. Si vous prenez la lamproie, hein, qui est un poisson très, très archaïque, bah, la lamproie n'a pas de capacité cognitive qui lui permet de penser, mais la lamproie se débrouille très bien, simplement sur la base de sa capacité de ressentir du plaisir et du déplaisir. Et c'est la même chose pour vous. Si soudainement vous ne ressentez plus de plaisir et de déplaisir, au bout de 24 heures, vous êtes mort. C'est très rapide. Alors, donc le plaisir est adaptatif. Le problème, c'est que le plaisir finit par ne plus être adaptatif quand vous viviez dans un univers d'abondance. Parce que le plaisir est quelque chose qui a besoin d'être renouvelé pour être efficace. Et dans un univers d'abondance, votre cerveau ne résistera pas. Alors je vais vous donner mon propre exemple. Il y a une conférence que je fais parfois que j'ai intitulée « Pourquoi je prends ma douche 3 minutes de trop ?» Je vais vous expliquer pourquoi. Effectivement, tous les soirs, je prends ma douche et je la prends 3 minutes de trop. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi 3 minutes de trop? Ben, c'est 3 minutes dont je n'ai pas besoin pour être propre. Et c'est 3 minutes qui font plaisir. J'espère que vous penserez à moi quand vous prendrez la douche ce soir. C'est agréable de sentir l'eau chaude s'écouler sur son corps, surtout quand il fait froid, et j'essaie de ne pas trop me chauffer pour ne pas trop émettre de carbone. Mais, alors vous allez me dire, c'est rien ça. Oui, c'est rien. Sauf que j'ai calculé que si tous les humains prennent leur douche 3 minutes de trop comme je le fais, ça représente 350 super tankers remplis d'eau tous les jours et un super tanker de pétrole par jour pour chauffer l'eau. Parce que si elle n'était pas chauffée, je ne la prendrais pas 3 minutes de trop. Alors, ce qui est illustratif dans cette histoire, c'est que ça tombe sur moi. Bah, peut-être sur vous aussi, chacun a ses petits plaisirs honteux. Ça tombe sur moi alors que je connais le fonctionnement du cerveau en matière de plaisir, je suis très sensible à la question écologique et je continue de dysfonctionner. Je continue, et je n'y arrive pas, mais tous les soirs, je me bats contre ça, mais je n'y arrive pas. Alors si je n'y arrive pas moi, je ne suis pas particulièrement fort, mais il est probable que beaucoup d'autres personnes n'y arrivent pas, et c'est ce qui doit vous arriver, et qui génère ce sentiment un peu troublant de se comporter d'une manière qui n'est pas compatible avec ce que l'on devrait faire. Alors, notre cerveau n'est pas bien adapté à la gestion de la confusion. Nous sommes naturellement addicts. Et nous souffrons d'une addiction généralisée à la consommation.
Alors évidemment, on n'appelle pas ça une addiction. Si vous buvez trop, si vous mangez trop, si vous fumez trop, on appelle ça une addiction. Mais moi, je revendique le fait que notre humanité souffre d'une addiction à la consommation. Alors, il faut bien comprendre que dans notre cerveau, il y a une structure neuronale complexe, qu'on synthétise en les appelant le système de la récompense, qui n'est pas différent du système de la récompense du chimpanzé, même du rat. C'est à peu près le même, ce sont les mêmes structures neuronales, ce sont les mêmes neurotransmetteurs, il y a très peu de différence entre un rat et nous de ce point de vue-là. Et ce système de la récompense réagit à tous les plaisirs. Et c'est toujours lui, qu'il s'agisse de boire un bon vin, de manger un bon morceau de chocolat, de faire l'amour avec quelqu'un, de voir un bon paysage, tout ça, ça active la même structure neuronale. Et cette structure neuronale, ces structures neuronales existent chez tous les animaux. Et par exemple, on a fait des tas d'études chez les rats, et c'est hallucinant parce que si vous permettez à des rats de se droguer, ça c'est quelque chose qu'on a fait, mais ils vont le faire jusqu'à en mourir. En fait, ils sont beaucoup plus addicts que nous. On a des moyens supplémentaires de lutter contre l'addiction. On a fait ça sur, par exemple, des rats qui en viennent à mourir de faim et à abandonner leurs petits, à les laisser mourir tellement qu'ils sont addicts à leur dose, par exemple, d'héroïne qu'on peut leur proposer. Donc, c'est dire à quel point l'addiction est un phénomène extrêmement universel à partir du moment où on est dans un univers qui est un univers d'abondance. Alors, un exemple tout à fait singulier, très simple, symptomatique de ce truc-là, c'est du dysfonctionnement alimentaire. Aujourd'hui, il y a 2 milliards d'humains en surpoids, 650 millions d'obèses, et on sait qu'il est prévu que bientôt, la moitié de l'humanité souffre de surpoids. Pourquoi ? C'est quand même étrange. Alors, ça s'explique très bien dans un cadre évolutionniste, précisément. Je vous rappelle que notre cerveau, votre cerveau, ne diffère pas de celui de nos ancêtres il y a 100 000 ans. C'est le même. En fait, pas tout à fait, peut-être je vous expliquerai pourquoi ensuite, mais il a un peu régressé. Le cerveau de l'Homo sapiens d'aujourd'hui est un peu plus petit que l'Homo sapiens même il y a 20 000 ans. Mais globalement, il reste à peu près le même. Et il faut comprendre que notre cerveau a évolué pour se gaver quand c'était possible de se gaver. Parce que quand vous viviez au Paléolithique, si vous avez capturé une proie, eh bien vous aviez tout intérêt à vous en gaver autant que possible. Parce que vous n'étiez pas assuré que les jours suivants, vous allez de nouveau pouvoir vous nourrir normalement. Et en plus, et donc ça c'est le système de plaisir qui nous conduit à procéder comme ça. Hein. Et en plus, au Paléolithique, il y avait 2 substances qui étaient fondamentales mais qui étaient relativement rares, c'était le sucre et le gras. Les substances les plus addictives aujourd'hui, notamment le sucre. Parce que dans la nature, du sucre, il n'y a pas des masses. Hein. Si vous vous baladez comme ça dans la forêt, vous ne trouverez pas beaucoup de sucre. Or, aujourd'hui, vous ouvrez votre frigidaire, le sucre est dégouline. Vous allez dans un supermarché, du sucre, il y en a partout. Mais notre cerveau, c'est toujours le même qu'au Paléolithique. Et quand il a l'opportunité de se gaver de sucre, il le fait, même si rationnellement, il sait qu'il ne devrait pas le faire. Parce que le système de la récompense est extrêmement puissant et nous conduit à consommer avec excès ces substances. Mais évidemment, ce que je dis de ces substances-là est vrai de toutes les consommations. Parce qu'à chaque fois que vous consommez, eh bien, on observe au niveau du cerveau les mêmes zones qui s'activent que celles qui s'activent quand vous vous droguez, quand vous prenez du sucre ou quand vous faites l'amour. Et notre dépendance est très très grande et nous conduit à être des consommateurs addicts. Alors à cela, à ce premier point, s'ajoute un piège qui est extrêmement puissant chez l'humain, qu'on appelle le tapis roulant hédonique. Alors c'est quoi le tapis roulant hédonique? C'est le fait que lorsque vous obtenez un plaisir, si ce plaisir est pérenne, il finit par disparaître. Ça c'est terrible. C'est quelque chose qui est proche de ce qu'on appelle l'adaptation sensorielle. Alors c'est quoi l'adaptation sensorielle? Si vous endormez et que vous mettez votre main sur votre corps, et si vous ne bougez plus votre main, vous ne savez plus où est.
Et par contre, c'est quelqu'un qui s'était endormi et qui savait plus où était sa main. Par contre, vous bougez un doigt, vous savez où est votre main. Pourquoi? Parce que notre cerveau, il est conçu pour détecter les mouvements et pour détecter les variations. Ce qui est pérenne n'est pas intéressant pour le cerveau parce que ce n'est pas informatif. Et on fonctionne de la même manière par rapport au plaisir. Pour que quelque chose fasse du plaisir, il faut que ce soit transitoire. C'est la raison qui fait par exemple que ce summum du plaisir physique pour un humain, l'orgasme, ne dure que quelques secondes. Parce que si ça durait une journée, vous en auriez marre. Vous seriez épuisé. Et ça ne vous intéresserait plus du tout. C'est bien fait, la nature a vraiment bien fait les choses pour nous pousser à nous reproduire, bien sûr. Donc, ce phénomène-là fait que toute expérience désirable et plaisante est par nature éphémère. Le plaisir d'une nouvelle possession, l'euphorie du succès, l'amour passionné, c'est transitoire. L'effet bénéfique du mariage, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, ça commence à s'atténuer. Mais c'est pareil pour le meilleur iPhone, le meilleur salaire, la plus grande maison, etc. Et tout ça participe de notre compulsion à la consommation. Alors, regardez dans le graphique suivant, vous avez ici donc le temps, et ici le sentiment de bonheur, de bien-être subjectivement indiqué par les personnes que l'on interroge. Et puis là, vous avez une augmentation de salaire. Promotion, votre salaire augmente. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, il y a un accroissement du sentiment de bonheur et de bien-être. Le problème, c'est que, de manière systématique, au bout de 3 ans, ça a disparu. Et donc, comme ça a disparu et que notre cerveau est conçu pour rechercher du plaisir, eh bien, il va falloir demander une nouvelle augmentation de salaire. Ou toute autre satisfaction nouvelle susceptible de créer du plaisir nouveau, parce que le plaisir doit être nouveau. Et c'est ce qui fait que tout ce que vous pouvez acquérir qui, sur le moment, vous satisfait totalement, devient parfaitement banal au bout de quelques temps et ne vous procure plus aucune satisfaction. Et là, on est pris dans un cycle absolument infernal, dont il est très difficile de se détacher, mais qui fait parfaitement bien fonctionner, évidemment, notre économie. Je vais y arriver. C'est l'addiction au portable, ça existe aussi. La différence entre la pomme rouge et la pomme noire. Oui. C'est-à-dire que là, il y a eu une augmentation de salaire, là, il y a eu une augmentation de satisfaction interne. Ah, c'est le salaire, pardon, oui, d'accord. Là, c'est le salaire, et là, c'est la satisfaction interne qui retrouve le niveau qu'elle avait au départ. Et ça, c'est vrai pour énormément de plaisirs de nature très diverses. Alors, un autre facteur qui joue un rôle déterminant dans tout ça, c'est ce qu'on appelle, enfin ça c'est un langage à la fois d'économistes et de psychologues, surtout les économistes qu'on appelle expérimentaux, c'est ce que l'on appelle la préférence temporelle ou la dépréciation du futur. Alors c'est quoi? Alors c'est un phénomène extrêmement puissant et déterminant dans notre compréhension de notre incapacité de gérer la crise environnementale, c'est que nous privilégions l'utilité, c'est un terme d'économiste l'utilité, hein, bon. Nous préférons l'utilité immédiate par rapport à l'utilité future. C'est-à-dire que lorsque nous devons faire des choix, nous préférons toujours, nous accordons toujours plus d'importance à quelque chose qui va nous faire plaisir maintenant, quelque chose qui va nous faire plaisir plus tard. Alors ça, on l'a testé de manière empirique, hein, c'est pas de spéculation, ce que je vous dis de différentes manières. Je n'ai pas le temps de vous présenter des expériences, mais grosso modo, elles ont l'allure suivante. Est-ce que vous préférez 100 € aujourd'hui ou 150 demain? La logique, la rationalité devrait nous dire bon, c'est mieux 150 € dans un mois. Pourquoi? Parce que même si vous prenez en compte le taux d'intérêt, l'inflation, ça vaut le coup. Mais en réalité, ce que l'on montre, c'est que les humains se comportent de manière non optimale. Ils font des choix qui sont commandés par leur préférence temporelle ou leur impatience temporelle qui les conduit à prendre de mauvaises décisions, y compris sur le plan de leur vie économique.
Et ça, c'est absolument universel, mais ça varie d'un individu à l'autre. Hein. Il y a des grandes variations interindividuelles. Oui. Et ça existe aussi, ces expériences chez les enfants. Un bonbon maintenant ou deux bonbons dans un quart d'heure, la plupart choisissent. Voilà, c'est l'expérience du marshmallow. Vous la connaissez, vous voulez que je vous la raconte? Bon, l'expérience du marshmallow, je vais très très vite. C'est un expérimentateur qui va voir un jeune enfant. Il lui dit, écoute, tiens, voilà un marshmallow. Friandise, peu importe, mais je dois partir un quart d'heure, je reviens dans un quart d'heure. Si tu l'as pas mangé, quand je reviens, je t'en donne un second. Alors, il y a les enfants, ils sont là avec le marshmallow, ils le regardent, ils le tripotent, ils le sentent, etc. Et puis au bout d'un moment, ils croquent un petit morceau, puis un deuxième morceau, puis ils avalent tout. Mais pas tous les enfants. Certains résistent mieux que d'autres, voilà, pour des tas de raisons. Et il y a une corrélation ensuite entre le fait d'avoir résisté et d'avoir été capable de différer le moment du plaisir sur l'avenir, y compris professionnel et même conjugal de ces enfants. Ce qui veut dire que ça joue un rôle déterminant dans une manière de gérer notre vie, ce truc-là. Alors, évidemment, oui. Du coup, le sucre, il est apparu quand, et éventuellement, comme vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit avec force de justesse que quand on se balade dans la campagne, dans la forêt, il n'y a pas de sucre. Il y en a un peu, mais pas beaucoup. Oui, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Mais alors, juste, il est arrivé à partir de quand dans l'évolution de franchement, le sucre en grande quantité, ça date de la traite des Noirs. C'est-à-dire du moment où on a colonisé les pays dans lesquels on a pu faire pousser de la canne à sucre, et on a inondé la planète de sucre à ce moment-là. Mais avant ça, c'était pas vraiment le cas. Alors, oui, pardon. L'importance du sucre, l'addiction est supérieure à celle de l'alcool et du oui. Sur les souris. Oui, c'est extrêmement puissant, notamment chez les jeunes. C'est ça le problème. Donc en fait, de manière très générale, si vous voulez, le plaisir immédiat joue à un poids psychologique infiniment plus grand que le plaisir différé et les conséquences négatives à long terme. C'est ce qui fait que vous pouvez dire à un fumeur qui a 20 ans, mais arrête, parce qu'à 60 ans, tu risques d'avoir de gros problèmes, et il s'en fiche. Il s'en fiche, parce que 60 ans, c'est trop loin par rapport au plaisir qu'il peut ressentir dans l'immédiateté de sa dose de nicotine. Mais finalement, c'est un peu la même chose que nous. Et tout cela, ce problème de l'addiction, c'est une illustration du conflit interne que vous vivez tous par rapport à l'écologie, entre ce que l'on appelle le système chaud, donc notamment le système de la récompense qui vous pousse à vous procurer du plaisir, et le système froid, notamment les aires préfrontales et frontales, les aires plus évoluées du cerveau, qui vous disent « arrête, ça ne va pas ce que tu fais, c'est contre-productif ». Mais il y a un conflit, et malheureusement aujourd'hui, de ce conflit, c'est le système chaud qui domine. Et c'est ce qui fait que nous détruisons la planète de manière absolument lamentable. Alors évidemment, ça dépend des individus, ça dépend de tas d'autres paramètres. Hein. Je suis un peu réductionniste là, hein, d'accord, mais c'est quand même extrêmement important. Alors tout ça, on peut aussi l'expliquer dans le cadre d'une approche évolutionniste. Notre cerveau, tel qu'il a évolué pour gérer notre environnement du paléolithique, n'avait pas à vocation à gérer le temps long. Est-ce que vous croyez qu'un de vos ancêtres, il y a 100 000 ans, pouvait se préoccuper, avait intérêt même à se préoccuper de ce qui allait se passer dans 1 an, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, mais ça voulait strictement rien dire pour lui. Il avait d'autres priorités, celle de survivre dans les heures ou les jours qui viennent, et son cerveau, il n'est pas équipé pour se projeter dans cet univers lointain. Mais nous fonctionnons toujours de la même manière. Et même si vous pouvez intellectuellement concevoir la catastrophe environnementale à venir, ça n'est qu'intellectuel. Et la compréhension intellectuelle d'une situation ne conduit pas à l'action. Il faut que l'émotion soit présente pour conduire à l'action. Mais l'émotion n'est pas présente. Pour la plupart d'entre nous, elle n'est pas présente. Et c'est aussi une des raisons qui fait que nous avons du mal à fonctionner comme ça. Donc les hommes
les humains, il ne faut pas que je mette homme parce que ça pose un problème. Les humains ont un taux d'impatience qui est faible au regard des autres mammifères, c'est-à-dire qu'on est davantage capable que les autres mammifères de différer nos désirs, mais il est encore trop fort pour nous permettre de faire face aux addictions dont nous souffrons, dont les addictions à la consommation. Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre homme et femme? Alors tout à l'heure, dans les diapos qui vont venir, je vais tenir déjà des propos très sexistes qui parfois me valent donc je vais éviter de trop me prononcer. Mais oui, il y a des petites différences. De ce point de vue-là, les hommes sont moins bons que les femmes. Donc ce taux d'impatience, vous savez, souvent on critique les grands leaders politiques en disant mais ils sont incapables de gérer l'avenir. Mais non, mais ils sont comme nous. Ils font comme nous, c'est tout. C'est tout. On a des difficultés à gérer le temps long parce que notre cerveau n'est pas équipé pour gérer le temps long. Un autre facteur, maintenant, qui joue un rôle absolument déterminant, c'est ce qu'on appelle le tapis roulant positionnel. Alors c'est quoi? Positional treadmill en anglais, c'est quoi? C'est le fait que le niveau de bonheur que vous ressentez, de bien-être, est lié non pas à votre situation personnelle prise dans l'absolu, mais à votre situation personnelle comparée à celle des autres. Vous pouvez le refuser, vous pouvez dire non, non, moi je ne fonctionne pas comme ça, mais je peux vous dire que tout le monde fonctionne comme ça. Et ça, c'est confirmé d'ailleurs par ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire que si je vous mets en présence d'une personne que vous estimez comme hiérarchiquement, socialement supérieure à vous, je vais observer au niveau du cerveau une activité qui s'apparente à l'anxiété. Si je vous mets à côté d'une personne dont vous percevez que vous êtes socialement supérieur, au contraire, ça va générer quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Donc nous recherchons l'élévation sociale parce que ça nous fait plaisir. Ça fait plaisir au cerveau, mais après je vais vous dire pourquoi ça nous fait plaisir. Alors, un exemple, hein, alors c'est un exemple simpliste, mais c'est pour vous illustrer le type d'expérience qu'on peut faire là-dessus. On demande à des personnes, est-ce que vous préférez gagner 25 000 $ quand les autres en gagnent 30 000 ou 20 000 quand les autres en gagnent 15 000? Ben, beaucoup disent, je préfère en gagner 20 000 quand les autres en gagnent 15 000. Ce qui veut dire qu'ils ne prennent pas en compte, en fait, ceux qui vont gagner, mais ceux qui vont gagner par rapport aux autres. Et nous passons notre temps, comme nous sommes des animaux sociaux, à regarder ce qu'ont les autres autour de nous. Nous sommes fascinés, préoccupés, obnubilés par les autres et par la comparaison à autrui. Alors pourquoi c'est si important? Oui. Ah ben je vais vous l'expliquer tout de suite là. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, oui. Le fait d'être fasciné par la possession d'autrui, c'est structurel au cerveau. Ouais. Ouais, absolument. Même quand on luttait pour survivre, c'était déjà présent. C'est deux biologies. Oui, mais ça a été largement amplifié par notre société, que j'expliquerai ensuite. Alors, en fait, vous savez qu'au sein de chaque espèce, il y a une compétition qu'on appelle intraspécifique, c'est-à-dire il y a des compétitions interspécifiques, mais il y a des compétitions intraspécifiques, c'est-à-dire des individus au sein d'une même espèce. Et cette compétition intraspécifique met en relation statut social, pouvoir, sexe et procréation. De manière très simple, que vous pouvez vérifier aujourd'hui, ce n'est pas de la spéculation ce que je vous dis, plus votre statut social est élevé, plus vos chances de survie augmentent, c'est incontestable, c'est vrai dans votre société. Votre espérance de vie n'est pas la même si vous gagnez 1 000 € par mois et 10 000 € par mois, comme ça. Plus les opportunités sexuelles s'accroissent, oui, plus vous êtes riche, plus vous avez de chances d'être séduisant pour d'autres personnes, et plus donc est grande la probabilité de transmettre ces gènes. Donc en fait, le plaisir
qui résulte du fait de gravir les échelons sociaux, est lié à quelque chose de fondamental que j'ai évoqué au début, qui est l'obsession, la nécessité de survivre et de se reproduire. Et nous sommes mus par ce truc-là d'une manière extrêmement puissante, à notre insu. Et nous fonctionnons comme ça. C'est ce qui fait, par exemple, que Gengis Khan a eu 16 millions de descendants. C'était pas parce que c'était un très bel homme. Non, c'était son pouvoir. Et le sultan Moulay Ismaïl du Maroc a eu 888 enfants, en vertu de son statut de sultan. S'il n'avait pas été sultan, ce sultan, il n'aurait pas eu 888 femmes. Et M. Sarkozy ne se serait pas marié avec un top modèle avec qui il est marié s'il n'était pas M. Sarkozy président de la République. Ah mais oui, ça je peux vous le garantir. Encore l'amour, hein. Et vice-versa. Absolument. Bien sûr. Alors, vous pouvez... C'est un peu brutal ce que je dis là. Et ça a des implications terribles. Pourquoi? Parce que le statut social et le niveau de salaire sont les meilleurs prédicteurs de l'impact environnemental. Si je veux savoir quel est votre impact sur la planète, j'ai seulement besoin de vous demander combien vous gagnez. Mais même si c'est indirect, parce que ce n'est pas forcément direct, ça peut être indirect, mais ça marche comme ça. La corrélation, elle est très forte, elle est à peu près de 0,70. La corrélation varie entre -1 et 1. C'est quand même énorme. Une corrélation de 0,70, c'est très grave. Alors, ça, c'est ce que je vais maintenant vous présenter, ça rime tout à fait à ce que je vous disais jusqu'à présent. C'est une espèce de caricature de ce que je viens de dire. C'est ce qu'on appelle la consommation ostentatoire. On doit au grand sociologue et économiste Thomas Veblen, dans un livre magnifique qui a fait date. C'est quoi la consommation ostentatoire? Eh bien, chez les animaux, ça existe, et ça prend une forme très particulière, par exemple ça. Alors, c'est pas de la consommation, mais c'est de la consommation au sens où, d'un point de vue biologique, pour développer des plumes pareilles, ça demande beaucoup d'énergie, biologiquement parlant. Ça, c'est un pan mâle, et vous savez peut-être que le caractère séduisant du pan mâle est déterminé par le nombre d'ocelles qu'il y a sur sa queue. On peut le mesurer. Une femelle ne se dit jamais, une femelle pan ne se dit jamais, oui, il a 18 ocelles, il a 16 ocelles. Non. Mais par contre, elle fonctionne comme ça. Elle n'a pas besoin de se lotir. Mais c'est un peu pareil chez les hommes. Sauf que nous ne pouvons pas étaler une queue aussi jolie. Mais, il y en a qui... C'est normal. Mais nous trouvons d'autres moyens très remarquable. Par exemple, on peut s'offrir une maison magnifique comme cela, un bateau magnifique comme cela, ou une voiture magnifique comme cela. Alors, c'est ça la consommation ostentatoire, et c'est pas rien, ça représente un chiffre d'affaires de 300 milliards de dollars, le budget de l'État français. Et encore, on ne compte là que cette consommation ostentatoire dite des ultra-riches. Mais nous-mêmes, nous avons tous une consommation ostentatoire à notre niveau. Parce que chacun à son niveau, il faut pouvoir montrer à ceux qui sont à un niveau identique ou proche du nôtre qu'on peut se payer ceci ou cela. Ça marche comme ça. Alors vous allez me dire, ouais mais pas pour tout le monde. Oui, c'est vrai, pas pour tout le monde, mais pour quasiment tout le monde. Alors voilà une petite expérience rigolote qui l'atteste. C'est là où parfois des hommes m'en veulent et des femmes m'en veulent, c'est pas grave. On a demandé à des hommes et à des femmes d'estimer le caractère séduisant des personnes que vous voyez dans ces voitures. Et soit on les a mis dans des voitures très modestes, comme la mienne, une Dacia, voilà, soit dans une très belle voiture. Et on dit aux gens, avant de leur faire l'expérience, on leur dit, mais est-ce que, quand vous estimez le caractère séduisant de quelqu'un, vous tenez compte de sa voiture, de ses habits, de sa maison? Et la plupart des gens disent, ah non, absolument pas. Pas moi. Je sais que d'autres le font, mais pas moi. Sauf que quand on les teste, ça marche à tous les coups. On trouve plus charmant ce monsieur
et celle-là, que celui-là et celle-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une différence entre les hommes et les femmes. Ne vous énervez pas, mesdames, je ne sais plus. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes à la voiture. Ouais. Les hommes, très peu. En fait, les femmes sont très sensibles, effectivement, à ce qui, chez son partenaire homme, si elle a un partenaire homme, parce que ce n'est pas nécessaire, sont très sensibles, effectivement, à sa capacité qu'elle perçoit inconsciemment d'assurer des conditions optimales pour l'éducation de ses enfants. Et le niveau social, le niveau de salaire, le patrimoine joue un rôle important. Les femmes y sont sensibles beaucoup plus que les hommes. Les hommes sont sensibles à d'autres critères, l'âge et les mensurations. Je suis désolé, ça marche comme ça. Et si, alors il y a des études qui ont été faites, vous savez, sur les sites de rencontres. Et on a fait des statistiques sur les sites de rencontres, ce qu'indiquent les hommes et ce qu'indiquent les femmes. Mais les hommes et les femmes ne disent pas du tout les mêmes choses. On reconnaît tout de suite une femme et un homme. Parce que l'homme va mettre l'accent sur certaines propriétés physiques de l'âge, quand la femme va mettre l'accent sur des propriétés qui relèvent plutôt du statut social, du niveau intellectuel, etc. Ce qui me fait dire parfois d'une manière condensée, mais qu'il faut prendre avec quand même un peu de légèreté, les femmes sont vénales et les hommes sont couillons. C'est à peu près ça. Alors, pas toutes, hein. Moi j'espère que mon épouse, elle ne va pas être tombée, s'amouracher de quelqu'un qui viendra devant elle avec une Porsche. Enfin, je ne suis pas certain, mais je l'espère. Ce qui veut dire qu'on peut aussi fonctionner à l'encontre de ce que le cerveau nous conduit naturellement à faire. Parce qu'on peut se comporter vis-à-vis de normes qui sont des normes qui dépassent ce que le cerveau inscrit dans notre comportement. Alors maintenant, je sors un peu des aspects individuels, c'est-à-dire qui concernent le fonctionnement neurocognitif de tout humain, et je vais aborder quelque chose qui est plus général, qui concerne la société. Et parce que, évidemment, la société joue un rôle énorme là-dedans, je n'aurai pas trop le temps de développer, mais je vais évoquer ici quelque chose qui peut vous paraître un peu désuet, un peu obsolète, ça fait un peu Troisième République, parler d'égoïsme et d'altruisme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un très grand nombre de chercheurs, psychologues, neuroscientifiques, économistes, anthropologues, ethnologues, éthologues, qui travaillent sur ces deux concepts. Parce qu'ils sont fondamentaux. Pourquoi ils sont fondamentaux? Parce que il ne peut pas y avoir de résolution de la crise environnementale si nous sommes mus par un comportement égoïste. Ça n'est pas possible. Donc l'égoïsme est un obstacle majeur à la résolution de la crise environnementale. Si je repense à ma douche tout à l'heure, je pourrais traduire comme ça: suis-je capable de réduire ma consommation d'eau sous ma douche et donc mon plaisir immédiat, si cela participe au bien commun, notamment à celui des générations à venir? L'altruisme joue un rôle essentiel. Quand je prends ma douche et que je la prends 3 minutes de trop, je suis profondément égoïste. Parce que je privilégie mon intérêt personnel immédiat et je me fous complètement de mes enfants et de mes petits-enfants. Et c'est ce qu'il faut se dire à chaque fois. Donc vous voyez que la dimension égoïsme-altruisme joue un rôle absolument déterminant. Le bien commun ne résiste pas à l'égoïsme. Je vais vous raconter cette petite anecdote qui est véridique, qui l'illustre de manière tout à fait remarquable. En Hollande, il y a eu une grande tempête de neige il y a eu quelques années, et il y a eu un village entier qui a été privé d'électricité, puisque les câbles électriques se sont rompus. Et dans ce village, il y avait un gars qui avait un groupe électrogène. Et il a dit, un village de 2000 habitants, hein, il a dit, moi je peux mettre à disposition le groupe électrogène, simplement il faudra vous chauffer à 15 degrés, ne pas utiliser d'eau chaude, avoir qu'une ampoule allumée par pièce, fermer ses volets, etc. etc. Les villageois ont dit, d'accord.
ça a marché 2 jours. Le groupe électrogène il a fondu parce que tout le monde a tiré en excès. Donc là, on a réuni de nouveau le village, le maire est venu, on a dit écoutez, visiblement vous n'êtes pas comporté normalement, ça ne peut pas fonctionner comme ça, il faut admettre de limiter sa propre consommation. Ça a duré une semaine, et puis de nouveau ça s'est fait. C'est l'exemple même, alors si peut-être vous connaissez la tragédie d'Econome, de Hardin, qui est un grand classique de l'écologie politique, c'est cette idée-là que lorsque chacun privilégie son propre intérêt, ça conduit nécessairement à la destruction du bien commun dont nous dépendons tous. C'est systématique. Donc c'est fondamental. Alors, est-ce que nous sommes altruistes? Est-ce que les humains sont altruistes? Alors, vous connaissez peut-être ce concept d'homo economicus. Homo economicus, c'est une conception développée par les économistes libéraux au XIXe siècle, qui concevait l'humain comme un animal fondamentalement égoïste et qui recherchait ses propres intérêts en permanence. Et ces économistes, qui ont été à l'origine du capitalisme moderne, ont dit mais c'est finalement très bien, parce que cet égoïsme individuel est en fait très producteur, très bénéfique. Est-ce que nous sommes égoïstes? Eh bien, non. En fait, Homo sapiens est fondamentalement altruiste. D'une manière qui est tout à fait étonnante. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas ce qu'on observe. Oui, mais on va voir pourquoi ensuite. Alors, on l'a testé, évidemment, expérimentalement, et je vais, avant de vous tester vous-même, j'indique 2 éléments tout à fait étonnants. Une personne sur 4 en France fait du bénévolat. C'est incroyable. Passer de l'énergie sans rien retirer de l'énergie que vous accordez aux autres. Et un truc qui est absolument fascinant, auquel vous êtes habitué, vous y prêtez plus d'attention, mais en termes éthologiques, de comportement, c'est fascinant. Il y a plein de gens qui donnent leur sang à des inconnus. Donner son sang pour des inconnus. C'est un signe d'altruisme incroyable, qui est unique. Il n'y a que les humains qui sont capables de faire ça. En fait, on voyait un enfant qui marchait à peine, 2 ans, pas plus. Il y a un adulte qui rentre dans la pièce avec une pile chargée dans les bras, il a une pile de livres, et l'enfant va spontanément pour ouvrir le placard pour aider l'adulte. Donc tout continue. Oui, bien sûr. Ben, je vais vous présenter des choses un peu similaires. Ce qui est absolument incontestable, c'est que nous avons une aversion à l'inégalité. Et donc nous sommes naturellement portés vers l'altruisme. Notre cerveau est porté vers l'altruisme. Pour une raison très simple, c'est que la survie d'Homo sapiens au Paléolithique, donc sur 200 000 ans à peu près, la survie d'Homo sapiens n'a été rendue possible que parce que nous fonctionnons de manière altruiste. Et donc notre cerveau a évolué pour maximiser la probabilité d'avoir un comportement altruiste. Alors ça a été étudié beaucoup par les économistes au travers de ce qu'on appelle les dilemmes sociaux, qui sont des jeux étudiés en mathématiques, en économie, psychologie, neurosciences, notamment le jeu de l'ultimatum, ou le jeu de dictateur. Par exemple, je vais jouer avec les 2 personnes qui sont devant moi. Alors, je suppose qu'elles ne se connaissent pas, mais j'ai compris qu'elles se connaissaient. Je vous donne 10 €. D'accord? C'est votre partenaire. Je décide que c'est votre partenaire. Je vous donne 10 €. Elle sait que je vous ai donné 10 €. Vous avez le choix. Vous pouvez tout garder pour vous, ou bien lui donner ce que vous voulez. Vous lui donnez... Ok, vous lui donnez 5 €. Bon, voilà. Alors, là, ils se connaissent un peu, on est dans un contexte particulier, mais en fait, la plupart des humains, si ce n'est tous, donnent une valeur qui est supérieure à 0. Donc, il y a quelque chose très puissant dans notre cerveau qui nous pousse à partager.
Il donne la moitié ou il donne Non, entre 0 on et n'est 0? pas à la moitié. Zéro. Alors, on est à moins de la moitié, ça dépend des cultures, ça dépend de pas mal de paramètres, hein, ça a été très étudié. Ou une autre version qui s'appelle le jeu de l'ultimatum. Alors, je vais faire maintenant avec vous, et vous jouez avec monsieur, je vous donne 10 €. Vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez lui donner ce que vous voulez. Par contre, s'il refuse ce que vous lui donnez, vous avez tout perdu. Ah ben alors je ne vous donne pas. Ah, si vous ne lui donnez pas, vous avez tout perdu. Ah non, je n'ai pas compris le... Parce que, ben, si vous voulez, vous êtes libre de lui donner l'argent que vous voulez. Vous allez lui faire une offre. Par exemple, je vous donne 3 €, 4 €, 5 €, etc., 2 €, 1 €. Évidemment, le risque, c'est si vous lui donnez trop peu, si vous lui donnez 1 €, il peut vous dire 1 €, on va te faire voir. C'est le risque. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, les humains, et là je parle de la personne qui reçoit, si elles reçoivent trop peu, elles sont capables de se priver de 1 €, 2 €, 3 € juste pour emmerder l'autre qui n'a pas été juste. Et alors, les humains font ça, pas les singes. Parce qu'on a fait ces mêmes expériences sur les singes. Pourquoi? Parce que notre cerveau a une telle aversion à l'inégalité que quand on perçoit le comportement injuste, égoïste de quelqu'un, on réagit avec force au point de vouloir le punir, même si soi-même on en pense. Ce qui montre à quel point notre cerveau nous prédispose à l'altruisme. On a étudié comment ça se passait dans le cerveau. Ben, il faut savoir que quand vous partagez quelque chose, quand vous donnez quelque chose, en fait, vous le faites parce que ça vous fait plaisir. Et on observe au niveau de cette structure qui s'appelle le striatum, qui est une structure qui joue un rôle énorme dans le système de la récompense. Quand on donne à quelqu'un, en fait, on se fait plaisir. Et ça marche chez tous les humains quasiment. En revanche, si vous assistez à quelque chose d'injuste, il va y avoir une activité de l'insula intérieur ou du noyau codé qui sont deux structures neuronales qui s'activent en situation de dégoût. Donc le fait de percevoir une injustice génère du dégoût. Donc c'est dire à quel point le cerveau humain il est porté vers l'altruisme et la justice. Et cette aversion à l'inégalité, elle est déjà présente chez de jeunes enfants, aussitôt qu'on a pu faire, aussi jeunes qu'on puisse faire des expériences, c'est-à-dire 1 an et demi. Les enfants de 1 an et demi réagissent violemment quand ils assistent à un comportement injuste ou égoïste, même s'ils n'en sont pas les victimes, si c'est quelqu'un d'autre qui en est la victime. Et ça n'a pas fait l'objet d'un apprentissage, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre cerveau, parce que notre cerveau a évolué de sorte à être altruiste. Alors, pardon ? Alors voilà. Alors, en fait, on peut comprendre l'égoïsme, on peut comprendre l'inégalité, l'injustice qui prédomine sur notre monde, si on comprend ce qui s'est passé lors de la révolution néolithique. Ça, pour moi, je ne suis pas le seul à le penser, hein, mais l'anthropocène, qu'on appelle l'anthropocène, c'est le néolithique. Ça commence au néolithique, ça ne commence pas à la révolution industrielle. Parce que c'est au néolithique qu'on a posé les bases de ce qui allait être notre société d'aujourd'hui. Pour quelle raison? Eh bien, lorsque on était chasseurs-cueilleurs, toutes les études anthropologiques ou ethnologiques sont tout à fait convergentes là-dessus, l'inégalité n'existait pas. Rousseau avait raison de ce point de vue-là. Il avait tort sur d'autres choses, mais il avait raison de ce point de vue-là. L'inégalité n'existait pas. Et pour une raison tout simple, c'est qu'elle n'était pas possible. Parce que, vous savez qu'au Paléolithique, les hommes vivaient dans des communautés entre 20 et 150 personnes maximum, où tout le monde se connaît. Et où il y a une interdépendance maximale. C'est-à-dire que si vous chassez un renne que vous avez capturé, et que vous le gardez pour vous, bah, le coup suivant, si ce n'est pas vous qui l'avez capturé, vous risquez de manquer de nourriture. Donc, naturellement, le cerveau humain a fonctionné de manière altruiste parce que c'était adaptatif. En plus, si vous êtes nomade, comment vous pouvez faire pour accumuler des biens matériels?
Alors, vous allez accumuler une plume, un coquillage, une pierre, et le reste. Vous ne pouvez pas. Donc, l'environnement social, naturel qui était le nôtre au Paléolithique rendait impossible l'écologie. Tout est bouleversé au moment du Néolithique. Pourquoi? Parce que les hommes inventent l'agriculture, ils se sédentarisent, ils inventent le stockage, notamment du lait, et donc la capacité d'un enrichissement personnel. On invente la propriété privée au Néolithique. Elle n'existait pas alors. C'est impossible. Elle apparaît au Néolithique. Donc, à partir du moment où cette révolution a eu lieu, eh bien, les hommes ont eu un avantage adaptatif à être égoïstes. Parce que je vous rappelle que nous sommes toujours à la recherche d'élévation du statut social, que nous sommes en compétition intraspécifique, et à partir du moment où cette compétition intraspécifique se joue au travers de notre niveau de richesse personnelle, il devient intéressant pour un individu de fonctionner de manière égoïste. Et c'est ce que nous avons fait, et qui a très bien fonctionné d'un certain point de vue. Mais tout ça a généré cette situation de tension entre les humains et aussi de croissance, parce que l'inégalité est l'aiguillon qui favorise la croissance. Oui, parce que c'est parce que je constate que quelqu'un a gagné plus que moi que j'ai envie de gagner autant que lui. Et ça participe évidemment de la croissance. C'est pour ça que l'économie capitaliste est infiniment plus performante que l'économie communiste. C'est tout simple. Alors maintenant, on a identifié expérimentalement les conditions qui sont défavorables à l'altruisme. Dans quelles conditions on n'arrive pas à être altruiste? Je vais vous les lister, vous allez voir, c'est exactement ce qu'on a créé dans notre société. Alors, premièrement, quand les individus ne se connaissent pas. C'est beaucoup plus facile d'être altruiste avec des gens qu'on connaît qu'avec des gens qu'on ne connaît pas. Ben, moi, sur 8 milliards d'humains, je ne connais pas beaucoup. Ce n'est pas le cas du Paléolithique. Mais on connaissait tous les membres de sa communauté. Quand il n'est pas possible de punir ceux qui se comportent de manière égoïste. C'est le cas en partie. Vous savez qu'au Paléolithique, quelqu'un qui se comportait de manière égoïste était très vite ostracisé. On l'éjectait du groupe, ce qui en général le condamnait à mort. Parce qu'un homme seul ne peut pas survivre dans un environnement naturel. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Quand le niveau de confiance mutuelle est faible, ben oui, mais ce niveau, il est très faible aujourd'hui. La confiance que l'on accorde aux autres, surtout quand on ne les connaît pas, elle est très faible. Parce que nous vivons dans un univers de compétition où on sait très bien que l'intérêt de l'un est souvent incompatible avec l'intérêt de l'autre. Quand les individus sont trop nombreux, ah oui, parce qu'on peut être altruiste, on l'a observé, quand il y a plusieurs personnes, un groupe constitué de quelques personnes, on est très facilement altruiste. Mais si on dépasse à grosso modo 150 individus, ça c'est fort. Et quand l'autre est perçu comme différent. Ce qui est très fréquemment le cas aujourd'hui. L'Aixois pour le Marseillais pour l'Aixois, le chrétien pour le musulman pour le chrétien, le noir pour le blanc, l'arabe pour l'asiatique, etc. Catastrophe, qui joue un rôle extrêmement important. Et tout ça, tout ce qui a été mis en place donc avec l'invention de l'inégalité est conceptualisé, théorisé par les penseurs économistes libéraux du XIXe siècle. Je vous lis ici la fable des abeilles, qui est un monument, qui est un précurseur du capitalisme moderne, de la théorie, la fameuse théorie de la main invisible d'Adam Smith. Voici ce que dit Mandeville. Soyez aussi avide, égoïste, dépensé pour votre propre plaisir. Vous retrouvez tout ce que je vous ai dit au début de la conférence. Pour votre plaisir, que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. Mandeville avait raison. Et Adam Smith aussi. Sur tous les points, sauf sur le bonheur. Et Mandeville, comme Adam Smith, n'avait pas perçu quelque chose, et on ne peut pas leur en vouloir, ils sont d'une autre époque, ils n'avaient pas perçu que ces phrases-là sont dévastatrices eu égard aux problèmes
la crise environnementale. Oui. Est-ce que ce que vous décrivez, c'est une société après la même que la réaliste, c'est lorsqu'une société s'écrase parce qu'il y a plus de biens que les gens entre finalement, on a construit, je suis comme ça, on a fini par construire ça va faire entre les individus plutôt que la race dans laquelle nous vivons actuellement. Par exemple, le fait de rester la gauche, évidemment, le Covid, etc., on sait que dans les efforts individuels, surtout qu'à penser que faire des par rapport à nos autres congénères sur le reste de la planète. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que historiquement, en fait, on voit quand même qu'il y a aux différentes périodes une volonté de planifier. Par exemple, une volonté de planifier. Par exemple, à Florence, qui reste quand même, en termes d'exemple urbain, enfin, urbaine, à un moment où il y a une production d'ortélisme. Pourtant, lorsqu'ils bâtissent la muraille en dessous de Paris 8, ils font des expansions là. Ils savent déjà que, ils savent qu'ils ne vont pas les voir dans les travaux. Ils savent aussi que ça ne va pas servir dans les médias à la population, parce que la première couronne n'est pas pleine. D'ailleurs, il me semble que c'est le 18e ou 19e siècle que les murailles sont complètement. Donc finalement, est-ce que c'est pas une question d'éducation, la capacité à planifier, la capacité à faire lien avec les autres j'ai ce sentiment-là, par exemple, l'une des raisons qui peut expliquer, par exemple, le délitement de Romain Campbell, c'est le moment où il n'y a plus de lien entre les citoyens qui constituent. Moi, je pense que tout comportement est à la fois le résultat de déterminisme biologique ou de déterminisme social. Et l'espoir, c'est que les déterminismes sociaux puissent prendre l'ascendant sur les déterminismes biologiques. Parce que les déterminismes biologiques, ils ne sont pas forcément adéquats. Pourquoi? Parce que la biologie, l'évolution ne calcule pas avec la limite de la planète. Elle est aveugle par rapport à ça. Mais notre conscience, elle c'est ça. Donc effectivement, là, ce que vous évoquez, c'est la question des valeurs. Quelles valeurs vont déterminer le comportement des gens? Et ça joue un rôle énorme. Et ce que je pense, c'est que dans notre société, les choses sont en train de changer, malgré tout. Mais la valeur qui a prédominé, c'est celle du succès individuel, de la compétition réussie et donc de l'économie. Et ça, c'est pas très compatible avec la préservation de la planète. Mais je ne dis pas que ça ne peut pas évoluer. Tout ce que je dis là, jusqu'à présent, en général, ça sape le moral des gens. Mais moi, je suis optimiste et je vous dirai pourquoi ensuite. Okay. Alors, ce que je viens de dire là est en relation avec ce truc-là dont j'apprécie qu'on en parle de plus en plus dans les médias, c'est le fait qu'une addiction collective est bien plus difficile à surmonter qu'une addiction individuelle. Pourquoi? Si vous avez une addiction au tabac, vous arrêtez de fumer, l'addiction est terminée. Mais si j'ai une addiction à la douche chaude, je m'arrête de prendre la douche chaude, le problème n'est pas résolu. Parce que ça dépend des 8 milliards d'autres personnes humaines. Ce qui génère des raisonnements qui sont rationnels au niveau individuel et catastrophiques au niveau collectif. De ce type, pourquoi m'arrêterais-je de prendre l'avion si je ne suis pas assuré que les autres en feront autant? Ça, je l'entends plein de fois parce que j'ai plein d'amis écologues de terrain qui voyagent beaucoup parce qu'ils étudient la faune. Et souvent, je leur dis, mais attends, mais ça ne pose pas un problème? Je dis, ouais, oui, mais bon, puisque les autres le font, je le fais aussi. Ben oui. Et ce qui est vrai de l'individu l'est aussi des États. Pourquoi un État pourrait admettre de modérer sa croissance, voire d'entrer en décroissance, si les autres ne le font pas? C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi? Parce que si un État diminue sa croissance, si elle accepte de réduire son PIB, elle est économiquement moins puissante, donc elle va être perdante dans le rapport de force qui s'exerce entre tous les États, et ça va devenir un nain géopolitique. Quand vous voyez le climat de tension internationale qui existe aujourd'hui, je ne vois pas quel État aurait intérêt à devenir un nain géopolitique. Donc, le problème, c'est que la décision, au-delà de tout ce qui nous détermine à vouloir croître, à vouloir consommer,
quand bien même vous parviendrez individuellement à surmonter ces déterminismes neurocognitifs, il n'en reste pas moins que si les autres n'en font pas autant, ça ne résoudra pas le problème. Et ça, c'est un problème considérable, qui est de plus en plus évoqué, qu'il faut avoir en tête. Alors, je voudrais, juste au travers de cet exemple, vous montrer que, en modifiant le contexte, les choses peuvent varier considérablement. Alors, il se trouve que je fais du bateau, je fais de la voile, voilà. Et sur mon bateau, je me contente d'un litre d'eau tiède par jour. J'y arrive sur mon bateau. Pourquoi j'y arrive sur mon bateau? Tout ça, c'est pas pour vous amener à ma proposition. Hein. Pourquoi? En fait, pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau disponible sur mon bateau. C'est aussi bête que ça. Et donc, je sais que si j'en consomme trop, ça va me manquer. Et ce n'est pas un problème en termes de plaisir, parce que ce litre d'eau chaude me procure souvent plus de plaisir que ma douche. Parce que ce qui est rare procure du plaisir. Premier point. Deuxième point, sur mon bateau, je connais les équipiers. Ça a l'air de rien, mais notre cerveau d'humain, il a besoin de ça. Je connais mes équipiers, je leur fais confiance, et même, dans pas mal de cas, je les aime. Soit amicalement, soit amoureusement, soit parce que ce sont mes enfants. Et donc, je ne peux pas me comporter de manière égoïste, parce que si je me comporte de manière égoïste, je vais pénaliser les gens que j'aime. C'est pas possible. Une autre raison pour laquelle j'y arrive. Enfin, quand je prends ma douche, il me voit. Ben, ça a l'air de rien. Mais il me voit. Et la première qui va m'emmerder, c'est mon épouse, qui va me dire Thierry, attends, il y en a d'autres qui doivent prendre la douche. Tandis que quand je prends ma douche sur ma douche, il n'y a personne qui me voit. Je peux la laisser couler 2 ans d'affilée, il n'y aura personne pour me dire quoi que ce soit. Donc vous voyez qu'en fonction de l'environnement, du contexte environnemental, au sens large du terme, un comportement égoïste de quelqu'un peut devenir altruiste. Donc il faut, dans l'idéal, modifier l'environnement de sorte à favoriser ce comportement altruiste. Et puis, dernier élément, bien sûr, qui compte, c'est que sur mon bateau, je compte sur 1 sur 6. Donc, mon action joue d'un poids énorme. Quand je pense à la crise environnementale, mon action vaut pour 1 sur 8 milliards. 1 sur 8 milliards, bon, je me dis, bon, 1 sur 8 milliards, on s'en fout, quoi. C'est rationnel au niveau individuel, c'est dévastateur au niveau collectif. Voilà tous les éléments qui nous piègent malheureusement. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il y a des solutions à ça? Ben oui, il y en a une. Je vais vous la proposer, alors de manière très succincte parce que j'ai pas le temps. Je suis en train d'écrire un nouveau livre où je développe beaucoup. Mais je vais, avant de vous la proposer, parce que sinon vous allez tout de suite dire « Ah mais c'est impossible, etc. » Je vais vous demander de vous projeter dans cette petite expérience de pensée. Imaginons qu'on soit tous amenés à vivre sur une île dans laquelle il y a de l'eau en quantité limitée. D'accord? Mais nous venons tous avec un patrimoine, avec des revenus, et il se trouve que je suis beaucoup plus riche que vous. Voilà. Cette eau, on la paye. Et les scientifiques qui sont sur cette île, parmi vous, nous disent attention, on ne peut pas consommer plus de 50 litres par jour, parce que si on consomme plus de 50 litres par jour, il y en a qui vont mourir de soif, et surtout, on ne pourra plus cultiver les plantes dont on a besoin pour vivre. Moi, j'arrive avec mes euros, et je vous dis, écoutez, moi j'ai des moyens, je suis désolé, j'ai ma pelouse, j'ai ma piscine, j'ai de quoi payer 1500 litres, d'accord, par jour. Vous acceptez? Voilà, je m'élimine tout de suite. Ok. Ok. Donc, vous êtes tous d'accord pour dire que cette situation n'est pas acceptable. Donc, vous êtes tous en train de me dire il faut limiter le droit de consommer. On est bien d'accord? Pardon?
Oui, d'accord. Mais ça revient un peu au même, parce que, absolument. Ça veut dire on pourrait faire une piscine collective. C'est ça. Oui, tout à fait. Ok. Mais ce qui est vrai de mon île, il est vrai de la planète. Pas de différence. Je ne vois pas. Des différences techniques, il y en a, mais fondamentalement, il n'y a aucune différence. Donc si vous êtes d'accord avec tout ça, vous devez être d'accord avec la proposition que je vais développer très rapidement. C'est l'idée d'un compte individuel d'impact écologique. Très simple. Très très simple. Je simplifie un peu. Nous connaissons aujourd'hui les limites de la planète. Vous savez, il y a des travaux qui ont identifié 10, on va dire, composantes fondamentales de la planète qu'il ne faut pas transgresser, sauf à risquer un effondrement systémique. La logique est de dire chaque humain doit avoir un droit de consommer identique à un autre. Je suis désolé, vous m'avez dit oui pour mon île, vous devez me dire oui pour la planète. Donc à ce moment-là, vous divisez la totalité des ressources disponibles par le nombre d'humains, et chaque humain se retrouve avec une dotation qui lui est propre, mais qui est commune à tout le monde. C'est ça que j'appelle le compte individuel d'impact écologique. Je pense que ça se passe presque comme vous l'avez dit. Il y aura deux comptes individuels. Il y aura une dotation pour les riches et une dotation pour les pauvres. Non. Non, mais moi je vous dis, cette solution, je ne suis pas naïf, je sais très bien qu'elle ne va pas être appliquée aujourd'hui. Hein. C'est une évidence. Mais je suis à peu près certain que soit nous nous alignerons progressivement vers ce type de proposition, soit nous nous effondrerons. Ça ne va pas se faire maintenant. On pourra l'évoquer plus tard. Mais je dis qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Et quand je fais des conférences, j'en fais pas mal, je demande toujours ensuite aux gens de dire, qui me disent, ouais, mais c'est impossible. Ok, proposez-moi une proposition. Faites une proposition. Dans la science-fiction, ce genre de solution vient toujours post-effondrement. Ben, il faut que ça vienne pré-effondrement. Oui, mais... Parce que... C'est un vrai problème, ça. Oui, mais... Après, on reviendra peut-être sur la... Vous oubliez un élément, c'est l'élément sur votre île. Juste avant de mettre en place le compte individuel de flotte, elle a dédouané les riches. Oui. Et après, entre pauvres, on a arrivé à l'effort. Donc, au niveau de la planète, il faudra d'abord ou accepter que les riches en douce se fassent un double compte. Non, c'est impossible. Enfin, à partir du moment... C'est la transcription, c'est la transgression sur les droits à polluer et les échanges de carbone. Tout ça existe déjà. Parce que celui qui consomme moins, il va aux autres. Oui, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. Ça marche pas. Bon, pardon. Et... Par contre, tu finis. Oui. Je vais vite. Allez, vas-y. Ouais. Alors, moi, je suis persuadé que, par exemple, si la France était le monde, éventuellement, si l'Europe était le monde, je pense que sous la menace des catastrophes à venir, qui vont nous impacter de plus en plus, les humains pourraient se mettre d'accord pour quelque chose qui se rapproche de ça. Mais aujourd'hui, le principal obstacle à cette chose-là, c'est le American First de Donald Trump. Ou si vous voulez, Make America Great Again. C'est, alors ce que je développe beaucoup dans mon livre, et je n'ai pas le temps d'en parler là, ce qu'on appelle l'altruisme paroissial. Ça veut dire un fonctionnement du cerveau qui tend à privilégier les personnes identifiées comme faisant partie de sa communauté. Et ça, c'est un obstacle majeur, parce que la nature, elle n'est pas française, elle n'est pas espagnole, elle n'est pas italienne. La planète, elle est globale. Et il ne peut pas y avoir de solution locale, il ne peut y avoir que de solution globale qui requiert du multilatéralisme, qui n'existe pas aujourd'hui, et qui requiert des instances internationales qui n'existent pas aujourd'hui.
ou en tout cas qui existent, mais qui ont des prérogatives trop faibles. Comment on peut envisager un multilatéralisme dans un monde qui est régi par le dialogue? Pardon? Comment on peut envisager un monde multilatéraliste dans un monde qui est régi par le dialogue bénien? Régi par le dialogue bénien. C'est moi. Le dialogue bénien, c'est un épisode de la vie de Délos, où Athènes faisait maquette décidément de la vie de Délos, et à un moment, il y a l'île de Délos, plus ou moins, je suis sur les villes, parce que peut-être on a besoin de trêve. Athènes dit, on va raser si vous ne pas tout ça. Si vous ne payez pas un tribut, il refuse, il sert la cité. Et actuellement, c'est un peu ça. Les États-nations qui ont la puissance économique et ou militaire pour s'accaparer du pouvoir politique ou des ressources, le font, allez voilà. Bien sûr. On ne peut pas Bien sûr. En sachant qu'on n'a plus aujourd'hui de choses qui pouvaient s'assimiler à ce qu'était ce qu'on appelle le tiers-monde, le mouvement politique au siècle de Non, mais bien sûr. Excusez-moi, je vais lever la main avant, je vais prendre un petit peu la parole. Ce compte individuel d'impact écologique, il existe déjà, il a déjà été chiffré. Alors, il ne s'agit pas de tuer les plus riches, ni de tuer les plus pauvres parce qu'ils sont trop nombreux. Le revenu au-delà duquel on impacte notre planète, de quelle sorte on met en danger la survie de l'humanité, c'est très exactement $800 par mois. Revenu médian universel. Qui que ce soit que vous questionnez, effectivement, personne ne va vous dire, à moi, je ne comprends pas Oui, alors, cette valeur de $800, elle a été discutée, je sais, elle a été calculée. Oui, alors, les économistes qui travaillent là-dessus ont identifié, développé un concept qui s'appelle le corridor de consommation, c'est-à-dire pour différents types de ressources, la valeur plafond que l'on peut atteindre sans mettre en cause, en danger notre environnement, tout en permettant aux humains de vivre décemment. Et ce que l'on montre, c'est que les ressources dont on dispose et l'efficience technologique qui est la nôtre aujourd'hui nous permettraient de faire en sorte que 8 milliards d'humains vivent tout à fait décemment. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Techniquement, c'est possible. L'obstacle, il n'est pas technique. En réalité, il est psychologique et politique. Alors, bien sûr que pour des gens comme moi, je ne suis pas milliardaire, je suis à l'université, mais je sais que je fais déjà partie à peu près des 3% d'humains les plus riches au monde. Donc, nécessairement, mon niveau de vie va dégringoler. Moi, je l'accepte bien volontiers. Si en plus je peux me passer de ma piscine qui m'emmerde, c'est super. Non, je l'accepte bien volontiers. Mais effectivement, le problème de l'écologie va devenir un problème éminemment social. Parce que sur 8 milliards d'habitants, alors les calculs sont difficiles à faire, mais on estime qu'il y a à peu près 5 à 6 milliards d'habitants qui gagneraient à ce compte et 2 milliards qui perdraient. Donc le conflit risque d'avoir lieu entre ceux qui sont les gagnants du jeu actuel et ceux qui en sont les perdants. C'est donc éminemment politique, bien sûr. Mais ils sont plus nombreux, ils vont forcément gagner, c'est une évidence. Lesquels? Oui, les pauvres vont forcément gagner, c'est une certitude. 5 milliards d'un côté, 2 milliards de l'autre, il n'y a pas photo, quelles que soient les armes qu'on met en face. Alors, je ne voulais pas que je termine. Je termine. Laissez-le finir après. J'ai presque fini. Allez, on le laisse finir, les amis, on laisse finir. J'ai presque terminé. Alors, j'ai tout à fait confiance que c'est vraiment une révolution anthropologique totale. Je n'ai pas le temps de vous montrer, mais les répercussions que ça a sur notre vie au quotidien, sur énormément d'aspects de notre quotidien, seraient gigantesques. Et bien sûr, c'est quelque chose qui va en rebours des forces archaïques qui organisent notre monde aujourd'hui. C'est ça qui est difficile à concevoir. Mais n'oublions pas que c'est totalement irréalisable aujourd'hui, mais je prétends que c'est la seule solution. Mais c'est irréalisable aujourd'hui parce que nous ne sommes pas encore percutés par la catastrophe. En tout cas, individuellement,
vous n'avez jamais eu à souffrir, si vous avez peut-être un peu eu chaud cet été, mais vous n'avez jamais eu à souffrir concrètement de la catastrophe. Mais le jour où c'est le cas, alors là, le comportement des humains peut changer. Et les humains ont une flexibilité, une créativité beaucoup plus grande que ce que l'on croit. Et puis, sachez qu'on est tous victimes d'un biais cognitif qui s'appelle le biais du statu quo, c'est-à-dire qu'on a tendance à croire que la situation dans laquelle on est, c'est comme un aboutissement et qu'elle sera pérenne. Mais non, il n'y a rien de pérenne. Jamais un homme du Paléolithique n'aurait pu imaginer ce qu'allait devenir l'humanité au Néolithique. Et nous sommes incapables d'imaginer ce que pourrait devenir notre humanité dans l'éventualité où on finirait par, peut-être pas faire exactement ce que je propose bien sûr, mais nous rapprocher de cette chose-là. Alors, comme je l'ai dit, ce que je propose est tout à fait techniquement possible. C'est économiquement possible. Ça a des répercussions gigantesques, mais c'est totalement possible. Ça permettrait de mettre un terme à l'inégalité, qui est pour moi un des fléaux de notre civilisation. Parce que notre civilisation, moi je jette pas le bébé avec l'eau du bain, je trouve qu'elle est magnifique. Elle est extraordinaire. Elle a permis pour moi des merveilles. Mais il y a deux fléaux, l'inégalité et la violence. Ces deux fléaux sont liés, parce qu'il n'y a pas de violence sans inégalité. Mais ce que je propose permet d'emblée d'éliminer ces deux fléaux. Alors, je ne suis pas sûr que nous y arriverons, mais si nous n'y arrivons pas, ça sera probablement une catastrophe. En fait, ce que je propose, c'est, si vous y pensez bien, la loi, les textes juridiques nous contraignent dans plein de comportements. Vous n'avez pas le droit de tuer, vous n'avez pas le droit de violer, vous n'avez pas le droit de conduire en buvant, etc. Et c'est tout à fait incroyable de constater que dans notre univers limité, dont on connaît les limites, il n'y a aucune législation sur le droit de consommer. C'est incroyable. Ben, je considère qu'une société mature est une société qui imposera, alors pas de manière aussi radicale que ce que je dis ici, mais qui imposera une limite dans le droit de consommer. C'est pas possible de concevoir les choses autrement. Et si vous écoutez le discours politique, y compris de tous les grands leaders politiques, je n'ai jamais entendu un leader politique dire c'est pas possible d'autoriser tel niveau de consommation à tel individu. Je prends le cas extrême, je sais pas moi, de Jeff Bezos qui va se payer un voyage dans l'espace qui dure 10 minutes et qui... Est-ce que c'est acceptable? Ça ne l'est pas. Et je ne vois pas d'homme politique qui le revendique. Et pourquoi? Pour une raison très simple. C'est que si vous régulez la consommation, vous faites tomber votre PIB et donc vous êtes économiquement en difficulté. Et aucun homme d'État ne veut être économiquement en difficulté parce que malheureusement, il continue d'être évalué sur cet aspect-là. Parce qu'il y a des problèmes systémiques, économiques, qui font qu'on n'a pas trop le choix. Je n'ai pas eu le temps de... Je l'arrête, voilà. C'était juste finir sur cette photo pour vous dire que certes, c'est sans doute utopique ce que je propose, mais il n'y aura pas d'autre solution. Est-ce qu'il y a un exemple de tout ce travail, ces approches dans d'autres pays? Est-ce que vous déjà... On va pas applaudir notre conférence. Merci. Alors on va aller vers quelques questions. Peut-être d'abord Hélène qui a un petit mot peut-être de synthèse, parce que c'est des questions sur lesquelles je travaille. Au sein de... Voilà. On va aller venir avec vous. Alors, pardon, par rapport à... Effectivement, oui. Par rapport au problème des migrants, c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, on ne peut plus comparer les États par rapport effectivement au PIB. Donc il y a d'autres indicateurs. Le PIB, ça a juste les écrits comme ça, on connaît tous connaît la légende. Alors aujourd'hui, il y a 25 ans, j'avais travaillé sur un programme comme ça, et puis on m'avait dit c'est impossible. Donc en fait aujourd'hui, il y a aussi une autre façon de faire de mon point de vue,
c'est, par exemple, l'ADEME publie cette donnée qui est une perceuse, elle est utilisée 12 minutes. Dans la vie d'une perceuse, elle est utilisée 12 minutes. Donc je dirais, en fait, la vraie question, c'est si on ne peut pas changer l'individu, changeons les règles de la société. Et effectivement, si j'ai un système qui va être basé sur du partage et qui me permet d'utiliser les perceuses quand je veux, parce qu'on a créé un environnement où je prends ces perceuses quand je veux, effectivement, on change la donne. C'est-à-dire qu'on passe de l'usage. Donc, c'est vraiment aujourd'hui des théories qui sont des théories croissantes, mais qui, en fait, ne laissent pas notre train de vie finalement au quotidien, puisque c'est basé sur notre train de vie, notre plaisir, on va dire globalement. On peut très bien imaginer qu'il y aura une possibilité sans choc mortifère et sans justement il y a une violence. En utilisant, en travaillant sur l'usage, c'est pas que de l'économie circulaire, c'est une conception. Donc on ne produit pas si on n'a pas besoin de produire. Les Japonais sont très en avance là-dessus. Donc Opnet, tout ça c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'on part du principe que si quelque chose existe pas loin, je ne dois pas l'acheter. Et donc on crée un système comme ça. Voilà, ce sont des pistes aussi dont je me permettais parce que la coopération. Au Japon, c'est un atavisme, c'est politique, hein, c'est le protectionnisme japonais. Non, là, c'est avec la Californie, sur les projets mondiaux, il y a la Californie, sur ça. Mais je rebondis complètement. Donc, effectivement, vous avez parlé aussi de la coopération, qui est quand même aujourd'hui, j'ai fait une business school, aujourd'hui, il n'y a plus de la coopération, alors qu'à mon époque, c'était comment on vend, comment on fait du marketing. Oui, ça vous parle plus de coopération, mais il y a quand même des changements radicaux. Enfin, c'est un peu optimiste, mais à la coopération, et puis peut-être travailler sur ces modèles. C'est un sujet sur lequel je travaille, c'est pour ça que j'en me permets d'en parler. Voilà, et après, c'est effectivement très intéressant et effectivement, notre plaisir fait qu'on a envie de manger du sucre et de consommer parce que c'est sympa, quoi. Voilà. Juste pour moi, effectivement, on peut prendre des tas de mesures ponctuelles qui permettent de réduire l'impact de l'activité quelconque. Par exemple, effectivement, je trouve que mon bateau, je l'ai en propriété avec 5 personnes. Bon. Et ça ne me pose pas de problème parce que... Bon. Mais je pense que tout cela ne sera pas suffisant. Pourquoi? Parce que d'une part, le système économique qui régit nos sociétés a besoin de croître, ne peut pas fonctionner sans croissance. Ben non, économiquement, ça ne peut pas fonctionner sans croissance. Et deuxièmement, il y a un effet qui est très connu, vous connaissez sans doute, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'obtiens un gain quelconque, soit par efficience technologique accrue, soit du fait du partage, ce que ça va me libérer comme ressource, je vais l'utiliser pour consommer ailleurs. Et donc au total, je ne pense pas que ces mesures ponctuelles qui sont utiles, moi je ne crois pas du tout à la logique du colibri, hein, vous savez, c'est très bien que chacun fasse sa part, c'est formidable, mais ça ne sera pas suffisant. Et je ne crois pas qu'on ne parviendra à des solutions structurantes, systémiques, globales, suffisamment importantes si on ne limite pas la consommation des individus. Et je vois, moi je suis dans un dispositif expérimental pour l'accès au logement de gens qui n'ont pas de logement, qui sont en difficulté, donc social, on sait le poids du logement dans le plan écologique. Or, tout ça vient d'un programme américain qui s'appelle Housing First. Et je prends conscience que c'est pas House First, mais Housing First. Un chez soi d'abord. Oui. Comme ça, c'est traduit en France. Ce concept est que. Alors, il y a pas mal de mecs qui sont levés. Juste un truc, chacun prend la parole, réponse globale de Thierry, et après apéro. Allez, Jean-François, toi. Non, mais sinon on va pas y arriver. Allez, allons-y. Vous avez fait vite, c'est bon, bref. Merci. Première chose que vous avez la vue, c'est par rapport à votre proposition. Je ne crois pas qu'elle soit unique, et je ne crois pas que vous soyez lancé dans la bonne ou qu'elle est un peu radicale. Dans le sens où consommer pareil, ça veut dire que tout le monde a besoin de la même chose. Et donc c'est pas sympa. Ah non,
Je suis persuadé que des idées révolutionnaires il y aura d'autres pour sauver la planète. Et je pense que même si c'est par notre plaisir qu'on va sauver la planète, je pense qu'on aura plaisir à la sauver aussi. Oui. Alors attention, quand je dis que tout le monde doit avoir une dotation identique, nous devons évidemment des tas de paramètres. Je ne peux pas détailler, parce que c'est évident que si vous habitez à 100 km de votre lieu de travail et vous habitez sur place, c'est pas la même chose. C'est évident que si vous habitez à 2 km d'altitude, bien sûr. L'idée, c'est de limiter la consommation individuelle sur la base de critères, qui sont des critères qui prennent en compte le limite de la planète. Modulo des paramètres que je n'ai pas eu le temps de préciser. Merci beaucoup pour la présentation. On ne reviendra pas sur votre dernière planche, mais pourtant, moi j'aimerais insister précisément sur ce que vous mettez derrière. Parce que j'en vois derrière ça. Ouais. Peu importe. Le compte individuel d'impact écologique. Oui. Est-ce que ce n'est pas tout simplement, de manière directe, l'impact carbone de chacun, donc le total? Donc, si on s'en tient à ça, non. Voilà, non, parce que l'impact carbone, vous savez, on parle beaucoup du réchauffement climatique. On en parle beaucoup trop. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses bien plus graves que le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique nous perturbe parce qu'il y a un risque pour notre économie. C'est très anthropocentrique en réalité. Mais c'est qu'une petite partie du problème, le réchauffement climatique. Et donc le carbone n'est qu'une petite partie du problème. Et si on disposait d'une technologie qui nous permet, par exemple, la fusion nucléaire à Cadarache, si elle fonctionnait, ça ne résoudrait en rien le problème. Donc moi, dans ce que j'inclus dans ces deux IE, il y a évidemment les émissions de CO2, mais il y a toutes les autres ressources que l'on prélève pour notre consommation. Donc la partie carbone, c'est une partie. Direct, c'est le carbone, c'est la traduction de toutes les ressources qu'on consomme. Ah oui et non, parce que vous pouvez utiliser des ressources qui sont carbone free et qui sont très problématiques. Pour les extraire, il faut de l'énergie. Ah oui, oui. Donc il y a une empreinte carbone. Ah, il y a une empreinte carbone, mais il ne faut pas prendre en compte que la dimension carbone. C'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres. Non, ce n'est pas le plus gros élément. Si les 9 autres éléments qui sont inclus dans ce qu'on appelle les limites de la planète sont tout aussi importants. Et ils sont indépendants du carbone. Encore une fois, si on réussissait la fusion nucléaire, il n'y a plus de problème carbone. Vous êtes d'accord? Non, mais admettons, on réalise la fusion nucléaire, il n'y a plus de carbone. Mais on détruira la planète de la même manière. La biodiversité, ça, oui. Pas que la biodiversité, tout. Vous avez l'azote, le phosphate, vous avez les pollutions chimiques, une infinité de choses qui posent problème. Et Marc, tu voulais dire allez, on va vers le milieu de la fin. Alors, allez. Moi, je voulais juste vous livrer quelques éléments que j'ai lus, mais c'est un article de la BBC. Oui. La masse anthropique, c'est-à-dire la masse créée par l'homme, serait supérieure à la biomasse, c'est-à-dire l'ensemble de la masse vivante sur le globe. Chaque personne produirait chaque semaine plus la que biomasse, sa masse. vous voulez dire la biomasse? Oui, la biomasse. Non, parce que la biomasse des fourmis est égale à la biomasse humaine. Déjà. C'est ce qui est expliqué comme ça. Produit et consommé. On parle de masse créée par l'homme par rapport à la masse vivante sur le globe, l'ensemble de la masse vivante sur le globe. Autre point, et c'est des, en tout cas, ça pèse lourd la masse créée par l'homme. Et chaque personne produirait chaque semaine plus de masse que son poids corporel, de masse anthropique que son poids corporel. Oui, ça c'est possible, je ne sais pas. Voilà. Et enfin, le béton est la deuxième matière la plus utilisée après l'eau. La quoi, pardon? C'est la première slide, c'est l'impact utilisé. Le béton. Ah oui. Le béton, c'est un gros impact carbone, mais pas seulement. La deuxième. Alors, bon, allez, rapidement, vas-y. Moi, il y a juste un truc avec lequel je ne suis pas tout à fait en phase, c'est quand on parle de suicide collectif.
Un souci, c'est quand on est tout le monde d'accord. Sinon, ça serait quand même. Je pense que c'est votre inquiétude, si on la traduit en termes relationnels, ça va se traduire par davantage de violence que ce que vous dites. Il y a intérêt à trouver. Il n'a pas dit le compte, non. Oui, il n'a pas dit le compte. Moi, si vous voulez, mon pronostic, c'est d'abord se rapprocher de cette chose-là, ça ne va pas se faire demain. Il faudra, vous savez, c'est comme quelqu'un qui souffre d'une addiction au tabac. C'est vraiment quand il a les